Les amis, c'est une session Mercato XXL que je vous propose aujourd'hui. Restez bien accrochés une nouvelle fois parce qu'on va aller absolument partout. On démarre avec l'Italie, avec enfin l'épilogue Inter Milan. Regardez qui pour succéder à Simone Inzaghi, parti, vous le savez, à Al-Hilal. Eh bien, regardez, c'est lui là, l'ancien coach de la Primavera de l'Inter. D'où cette photo, Monsieur Chivou, qui était joueur du côté de l'Inter Milan. C'est lui qui va donc prendre cette fameuse place. On attendait éventuellement, vous le savez, Cesc Fabregas, le coach espagnol, mais il va rester à Côme pour ce projet long-termiste. Chivou, les amis, c'est l'ADN Inter. Regardez ça. Il était arrivé en 2010 en provenance de l'AS Rome où il avait débarqué en 2003. 2010, il retrouve José Mourinho comme coach et puis ensuite ce passage à l'Inter avec notamment la Primavera en 2022. C'est ainsi qu'il a côtoyé de près Simone Inzaghi. L'ADN était là. 3 buts marqués lorsqu'il était joueur du côté de l'Inter pour un total de 9 trophées remportés. C'est un contrat de 2 ans, les amis, à 2,5 millions d'euros plus bonus pour lui aujourd'hui. On rappelle les chiffres clés. Ils sont là. Regardez, là, il était du côté de Parme où il était arrivé dans les derniers instants du dernier championnat pour 13 matchs, vous le voyez, 3 victoires. Il a réussi avec 7 matchs nuls et seulement, entre guillemets, 3 défaites. Et puis voici son bilan lorsqu'il était du côté de la Primavera avec l'Inter, avec le champion en 2022. Vous l'avez vu à l'instant, 133 matchs pour 62 victoires. Quel est son ADN de jeu? C'est ici, les amis. On serait sur une défense à 3 avec Pavard, De Vrij et Bastoni, Dumfries, Luis Enrique, vous le savez, le Marseillais qui est arrivé, Di Marco, Mkhitaryan, Barella, Çalhanoğlu, Lautaro et Thuram, Sukic qui est également arrivé. Attention, parce que tout ça devrait changer, parce qu'il va avoir des volontés, et notamment un joueur par ligne. Regardez ce qui pourrait se passer sur le mercato de l'Inter, ça on en a parlé. La position numéro 9, on a ciblé Højlund. Vous le savez, le Danois de Manchester United. Voici un joueur qui pourrait arriver, il l'avait sous ses ordres du côté de Parme. C'est Léoni pour la défense, et au milieu de terrain, je vous en avais déjà parlé, Nico Paz. Comme Cesc Fabregas qui pourrait se voir piquer éventuellement Nico Paz pour arriver du côté de l'Inter. La chasse au numéro 9, les amis, c'est un thème principal aujourd'hui. Regardez, du côté du Napoli, on cherche du but et on a 2 cibles. Lang du PSV Eindhoven et regardez qui est là. Ben Seguir, oui, de l'AS Monaco. En parlant de buts du côté du Napoli, je vous rappelle, 59 buts marqués la saison passée, 6e attaque seulement. Et voilà pourquoi Conte veut davantage de force offensive. Je vous rappelle que Lukaku était le meilleur buteur avec 14 buts inscrits dans cet effectif. On cherche des moyens. Je vous rappelle que Osimhen est toujours en droit du côté du Napoli. Il était là prêté du côté de Galatasaray qui aimerait le conserver bien évidemment. Mais attention car une offre de 65 millions est arrivé sur la table de Al-Hilal avec Simone Inzaghi. Sauf que le président De Laurentiis a dit niet, moi ma jauge, elle est à 75 millions plus 10 au-dessus. C'est une jauge qui avait été fixée en 2023. On s'attache à cette jauge. Naples encore rapidement, je vous rappelle qu'on a visé cet homme, la Endoy, du côté de Napoli. Il pourrait y avoir un échange, regardez, avec Raspadori. C'est une possibilité qui a été évoquée avec le club de Bologne. On poursuit la chasse au numéro 9 et on s'en va à la Juve avec notamment Jonathan David, vous le savez, le Canadien de Lille, qui est ciblé par de nombreuses équipes. Il est sur les tablettes de la Juventus. Je vous rappelle bien évidemment qu'on cherche à de nouveau se voir prêter Randal Colomani par le Paris Saint-Germain du côté de la Juve. Regardez le nouveau nom qui est apparu. Füllkrug, l'international allemand qui était en demi-finale de la Nations League face au Portugal, le joueur de West Ham serait donc sur les tablettes du bord de la Juventus. Regardez, je vous montre ça pourquoi. Vous savez, Damien Comolli est arrivé. Il est en duo avec Giorgio Chiellini. On cherche un directeur sportif. Je vous l'avais évoqué. Brozo est là. Il était très attendu, Salihamidzic, l'ancien du Bayern Munich. On nous dit qu'on est en négociation dans les colonnes du quotidien allemand Bild, affaire à suivre. En parlant de Giorgio Chiellini, les amis, il y a un homme aujourd'hui qu'il adore absolument et qu'il aimerait voir venir. Regardez. C'est Balerdi, les amis, le joueur, défenseur de l'Olympique de Marseille. Il serait sur les tablettes de la Juve. Oui, écoutez bien, c'est dans les colonnes de la Gazzetta aujourd'hui. C'est une possibilité. Il y a d'autres profils, Comuzzo de la Fiorentina ou encore Léoni de Parme. Mais l'objectif serait là. Je vous rappelle en plus que côté marseillais, le président Longoria et Mehdi Benassia sont passés par la Juve. Ça peut peut-être faciliter le mouvement, même si pour l'instant l'Olympique de Marseille souhaite désirer garder bien évidemment son capitaine
capitaine Léo Balerdi. Attention pour Balerdi parce qu'il est également, regardez ici, je vous l'ai zoomé sur les tablettes, de l'AS Rome avec le nouveau coach Gasperini. Donc affaire à suivre. On est en train de se disputer éventuellement le champion argentin. En parlant de Rome, regardez, on parle de nouvelle ère. Donc avec Gasperini, il y a plusieurs autres objectifs que Balerdi. On pense à Kosunu du Bayer Leverkusen qui était prêté à l'Atalanta avec Gasperini. Et on pense à Minence, joueur de l'AZ Alkmaar. Rapidement, parenthèse d'ailleurs sur la valse des coachs. Ça continue. Il y a encore des postes à pourvoir, je vous le rappelle. Et notamment du côté de la Fiorentina et de l'Atalanta, puisque Gasperini est parti, à l'Atalanta, pardon, où Juric serait en position numéro 1. On attend avec Thiago Motta. Palladino serait davantage en retrait, lui qui était sorti par la petite fenêtre de la Fiorentina, où justement, là en pole position serait Pioli, mais il est toujours contrat avec Al Nasser, c'est pas encore fini tout ça, donc ça le bloque un chouïa, et du coup, eh bien Patrick Vieira est en attente. Attention à Motta qui pourrait être également une idée pour la Fiorentina, affaire à suivre. On revient au dossier mercato, on parlait des chantiers d'attaque, chantier défense. Regardez avec l'AC Milan, vous savez, Max Allegri est revenu. Regardez les entrants et les sortants possibles. Ils sont là. Je vous montre d'abord les sortants pour laisser de la place et de la masse salariale. Hernandez, vous le savez, il est en top liste des sorties avec Thio, avec Walker qui était prêté par Manchester City, il n'est pas conservé, il repart du côté de l'Angleterre. Florenzi, les amis, et Emerson Royal. Ça fait quand même 5 noms. Regardez le joueur principal qui serait visé, c'est Kim, le défenseur central du Bayern Munich, qui aimerait voir arriver Max Allegri. En parlant de Milan et de la défense, je vous parle bien évidemment de Mike Maignan, le français. Regardez, vous le savez, les colonnes des tabloïds anglais. Il est annoncé en arrivée du côté de Chelsea. Les Anglais ont fait un petit truc là. C'est tous les gardiens de Chelsea cette année, ceux qui étaient dans l'équipe première, équipe B, qui sont montés et participés, et tous les gardiens appartenant à Chelsea qui étaient prêté cette saison de droite et de gauche. Je pense notamment à Petrovic. Et on a marqué le nombre de matchs, le nombre de buts concédés et les clean sheets pour mettre en comparaison avec les gardiens qui sont visés, notamment Mike Maignan. Vous l'aurez compris, le gardien numéro 1 à Chelsea, regardez, avec 32 matchs, 34 buts concédés et 10 clean sheets. Kepa, l'international espagnol qui était du côté de Bournemouth, 31 matchs, 39 buts concédés et 8 clean sheets. Je prends Mike Maignan, 37 matchs, 41 buts concédés. Vous le savez, Milan avait des gros problèmes de défense. On vient de le voir là avec Max Allegri qui veut tout changer. 41 buts concédés et 12 clean sheets pour Mike Maignan. Pourrait-il réussir du côté de Chelsea? J'aimerais avoir votre avis, les amis. Du côté de l'Angleterre, justement, avec Manchester City, alors qu'une certaine presse s'interroge sur le fait, vous le savez, que Manchester City a toujours l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête parce que sur le plan du fair play financier et de financement de certains transferts, on s'interroge. Une enquête avait été lancée avec plusieurs charges des chefs d'accusation au nombre de 115. On s'interrogeait avec notamment les dernières arrivées de Marmouche ou encore de Kuzanov, de Lens. Eh bien, pendant qu'on attend ce verdict, eh bien, City continue à signer. Vous le savez, le dernier en date, c'est Reinders, 46 millions de livres du côté de l'AC Milan pour rejoindre Manchester City. Et il faut se délester de masse salariale. Vous le savez, je vous en ai parlé hier. Regardez le jeu de mots avec le célèbre titre de la chanson Hit the Road, Jack. C'est Jack Grealish, les amis, qui s'en va. Où va-t-il aller, Jack Grealish? On s'interroge. C'est incroyable, mais c'est un joueur aujourd'hui qui pourrait arriver un peu n'importe où, parce que ça reste un superbe talent. Lui, le clamo est fort. Je reste en forme, mais regardez, ces chiffres sont clairs. Je vous les ai grossis. Ils sont ici. On est en chute du côté de Jack Grealish. Regardez, ça c'est la dernière saison. On remonte chronologiquement depuis la saison 21-22. Regardez le nombre de titularisations. 22, 23, ça se tenait. Puis 10, puis 7 cette saison. On est en chute, vous l'aurez compris. On est davantage entré en jeu, c'est assez logique. Regardez le nombre de buts marqués. 3, 5, 3, un seul but cette année. Une seule passe décisive. Le nombre d'occasions créées, là aussi, cela descend. Ça, c'était avec Manchester City en Première Ligue. Ça, c'est toute compétition confondue, vous l'aurez compris. Il est en train de descendre. Jack Grealish, qui va le récupérer? C'est une affaire à suivre. En parlant de chiffres, les amis, je vous montre ça avec l'équipe nationale anglaise qui joue ce soir face à Andorre. Qui pour marquer en Angleterre si Harry Kane n'est pas là? C'est là la grande interrogation des tabloïds anglais, regardez. Et la question qu'on pose à Thomas Tuchel, le coach. Qui d'autre pour marquer? Regardez, si il a un problème, s'il est out, qui marque?
Je vous ai grossi tout ça parce que en chiffres, on nous montre tout simplement la liste de tous les joueurs qui sont actuellement dans la sélection anglaise, auxquels on a rajouté Maguire et Foden, pour voir le nombre de minutes jouées, le nombre de matchs joués et le nombre de buts marqués. Harry Kane, 71, le deuxième derrière. Regardez l'écart. C'est Bukayo Saka avec 12 buts. 71, 12 buts. C'est absolument incroyable. Regardez avec Harry Kane et sans Harry Kane, le nombre de victoires et justement le pourcentage de victoires. Regardez, 64% de victoires avec Harry Kane. Sans Harry Kane, c'est 56% de victoires. Je vous montre le nombre de buts marqués par match. Average goals for, 2.2 lorsqu'il est là, 1.7 lorsqu'il n'est pas là. Il faut trouver des buteurs du côté de l'Angleterre. Wirtz, les amis. Liverpool, bien évidemment. Alors, dans les colonnes anglaises, j'ai adoré ça, dans les colonnes du Daily Mail, on nous dit aujourd'hui que Wirtz est le combo, les amis, entre Iniesta et De Bruyne pour donner le rythme du match. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un tout en un aujourd'hui? Florian Wirtz, qui devrait arriver, vous le savez, du Bayer Leverkusen, après avoir refusé la première offre à 130 millions de Liverpool. Regardez des chiffres clés. 23, c'est le nombre de passes décisives de Wirtz sur les 2 dernières saisons avec le Bayer Leverkusen. Personne ne fait mieux du côté de la Bundesliga. 21 buts marqués. Un seul homme fait mieux dans son équipe sur la même période, sur les 2 dernières saisons. C'est Patrick Schick avec 28 buts marqués. Et en plus, Wirtz a touché 9 fois les montants. Il aurait pu avoir des chiffres beaucoup plus hauts. Force offensive également qu'est Florian Wirtz. Aujourd'hui, en plus, qu'on adore en Angleterre, c'est son côté, regardez, Rambo. C'est dans la presse anglaise, quotidien Bild. On mettait en relief la défaite de l'Allemagne face au Portugal en demi-finale de la Nations League. Ça, c'était le point positif pour dire que c'est un gaillard. Il était là sur la faute, regardez, sur le Portugais. Et on aime ça du côté des supporters de Liverpool. En marge, je vous donne rapidement ça. Attention à la sélection allemande. On s'interroge sur les capacités aujourd'hui de Nagelsmann parce que l'échec à l'Euro, les échecs en Nations League sur les dernières éditions, les 3-4 dernières éditions. Donc on s'interroge sur cette équipe allemande. C'est pas comme ça qu'on pourra aller à la Coupe du Monde. Le message est très clair de la part de la presse allemande. D'ailleurs, en parlant de presse allemande, regardez ici là, vous le reconnaissez parfaitement, c'est Boateng qui a mis un gros tacle à la presse allemande, qui dans le temps 1 avait attaqué, souvenez-vous, Rudiger après son comportement avec le Real Madrid, souvenez-vous en Ligue des Champions. Et là, Boateng, après le match de Nations League où n'était pas Rudiger blessé, a tout simplement envoyé sur les réseaux sociaux: alors les gars, grosso modo, alors les journalistes, c'est mieux sans Rudiger. Il prend la défense de son compatriote et ancien coéquipier. C'est plutôt pas mal à voir ça dans les affaires internes du côté de l'Allemagne. Je reviens sur Liverpool rapidement pour vous montrer ça. Ça, c'est très intéressant. Richard Hughes, le directeur sportif de Liverpool, pourrait être en discussion avec son ancien copain. C'est Simon Francis. Les deux étaient joueurs du côté de Bournemouth, les amis. Et justement, Liverpool vise Kerkez. On propose 45 millions de livres pour lui, la latérale, très intéressant du côté de Bournemouth et de la Première Ligue, qui pourrait donner de l'air, notamment à Andrew Robertson, parce qu'on commence à se faire un chouïa vieux du côté du latéral de Liverpool, qui était à la bataille, vous le savez, avec Kostas Tsimikas pour ce poste. On veut du renfort. Liverpool aurait visé Milos Kerkez, les amis. On part au Real Madrid. On parlait de jeunesse, justement, et des latéraux. Latéraux, vous le savez qui c'est, c'est lui, Carrera, je vous en parle tout de suite, mais le titre, il est là. Le gros titre, il est là. Mastantuono, je vous en ai parlé. On était à la lutte entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid pour aller chercher la perle de River Plate. Eh bien, il aurait choisi le Real Madrid. Il y a eu des allers-retours entre Buenos Aires et Madrid pour ficeler tout ça. Ça devrait se faire là dans les prochaines heures ou prochains jours, peut-être. En parlant de Carreras, les amis, 50 millions. Voilà la somme qui aurait quasiment été entendue entre Benfica et le Real Madrid. Ça semble fait. La dernière question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il signe et il reste à la Coupe du Monde des clubs avec Benfica, ou est-ce qu'il signe et il vient tout de suite? Benfica, vous l'aurez compris, aimerait le garder bien évidemment pour la Coupe du Monde des clubs, mais ça semble fait 50 millions, ce qui pourrait permettre ainsi à Benfica d'aller rechercher, vous le savez, João Félix, l'enfant prodige qu'on aimerait récupérer du côté de la direction de Rui Costa. Je vous rappelle que Carreras a joué jeune au Real Madrid et qu'il va apporter cette nouvelle jeunesse avec Carreras, Huysen, Trent Alexander-Arnold, avec ces joueurs qui signent, les amis. La moyenne d'âge du Real Madrid descend sous les 25 ans. C'est ce qu'on cherche. Régénération, bien évidemment, du côté de la formation du président Florentino Pérez. Benzema, Kroos, Nacho, Modric, les vieux, les papas sont partis. Güler, Hendrick,
Huysen et donc Mastantuono. Voilà le Real Madrid rajeuni, les amis, avec Alexander-Arnold et donc cette moyenne pour les descendre sous les 25 ans. Ce qui m'amène à vous parler bien évidemment de l'équipe espagnole là rapidement parce que les jeunes Espagnols, vous le savez, ont battu les Français avec un match de fou furieux dans l'autre demi-finale de la Nations League. Il est là, Huysen, avec le père Nico Williams, 5-4. Je vous montre ça rapidement avec les unes de presse. El baile acaba en susto. La danse termine en effroi parce que les Français sont revenus jusqu'à la dernière minute, ça vous le savez. El gallo es España, le coq de la basse-cour, le chef, le patron, c'est l'Espagne. Vous l'aurez compris, l'allusion, bien évidemment, à l'animal symbole de l'équipe de France. Je vous montre les notes rapidement. Marca et l'équipe, côté Marca, avec l'Espagne, Unai Simón, le gardien qui a été exceptionnel, note maximale. Nico Williams, plus ici, Lamine Yamal et Oyarzabal. Côté français, regardez les notes négatives à 0 pour Mike Maignan, Kaloulou, Konaté ou encore l'anglais. La meilleure, elle est pour Ryan Cherki, qui a été exceptionnel à son entrée en jeu, juste après l'heure de jeu. Voici les notes de l'équipe. Je vous les montre. La meilleure côté Espagne, c'est Lamine Yamal. On va y revenir avec la lutte pour le Ballon d'Or avec un 9 sur 10. Les notes françaises sont pas bonnes. Regardez, il y a même des 2. L'anglais, Konaté, Kaloulou ou encore Rabiot. 3 pour Didier Deschamps. Les notes sont sévères du côté de l'équipe de France. Voici les notes sport. Le quotidien catalan, je vous montre les meilleurs peut-être. Unai Simón, 9 sur 10. Pedri, 9 sur 10. Lamine Yamal, 9 sur 10. Et Nico Williams, 9 sur 10. La bataille pour le Ballon d'Or, bien évidemment, avec Lamine Yamal. C'est à la une de la presse catalane, vous vous en doutez, pour le joueur du Barça. Il vaut de l'or. Voilà qui est clair. Lamine en or pour nous emmener à la finale. L'équipe espagnole, même l'équipe, même le quotidien français doit avouer que là, il y a force par rapport à la bataille avec Dembélé. Yamal, le talent d'or. C'est ici, vous le voyez. Marca encore. Lamine da otro golpe de oro. Il donne un autre coup en or. L'allusion, bien évidemment, au Ballon d'Or et la déclaration du coach De La Fuente. Lamine est tout simplement le meilleur joueur du monde. C'est logique. C'est logique qu'on fasse et qu'on clame ça. 402,3 millions d'euros en parlant de Lamine Yamal. Écoutez, aujourd'hui, les amis, sur la planète football, c'est le joueur le plus à la cotisation la plus forte, à la valorisation, si vous comptez. Il vient de signer un nouveau contrat, vous le savez, jusqu'à l'éternité presque, avec une valorisation capitalistique énormissime. Si vous cumulez tout ça, aujourd'hui, la valorisation qui est là, il est devenu le numéro 1 de la planète. 402,3 millions devant Erling Haaland, Jude Bellingham, Kylian Mbappé est à la 4e place, Musiala, un autre joueur du Barça est ici, c'est Pedri, le 3e c'est Pau Cubarsí tout en bas. Regardez cette liste, Lamine Yamal numéro 1 du top 12 des cotisations mondiales du football après sa signature. Luis Diaz, Liverpool, qui vous le savez s'apprête, veut signer du côté du FC Barcelone. On essaye de rentrer dans un bras de fer, c'est clair et net. Calme total avec Luis Diaz. Pourquoi? Parce que vraisemblablement, le joueur est à toper. Lui veut venir, mais on nous annonce que depuis l'Angleterre, eh bien, Liverpool a d'abord dit non. Première réponse, non. À Deco, le directeur sportif, on est en négociation. On nous dit que le Colombien veut venir, qu'il va tout faire pour venir et rejoindre le FC Barcelone. Flick, d'ailleurs, les amis, qui veut voir venir Luis Diaz, a son premier chantier là. C'est la discussion, vous le savez, avec Ter Stegen, bien évidemment, le gardien numéro 1 de l'équipe allemande. Il était Flick justement pour aller voir le Allemagne-Portugal mercredi, et c'est son moment parce qu'il doit discuter avec Ter Stegen pour lui faire entendre cette nouvelle position qui arriverait, puisque Joan Garcia est arrivé de l'Espagnol Barcelone, et donc vraisemblablement, il serait numéro 2, Ter Stegen, ce statut qu'il a connu quand il est arrivé à Barcelone. Bravo était alors le numéro 1. Mundo Deportivo nous retrace toute l'histoire des numéros 2. Va-t-il accepter ce statut? Va-t-il vouloir être numéro 2 alors qu'il doit jouer? Il est numéro 1 en Allemagne, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Que va-t-il faire? Ter Stegen, je vous emmène rapidement au Portugal avec 2 infos que j'adore. Pour moi, les 2 coups portugais là, vraiment, lui, je l'adore. Gabri Veiga, l'Espagnol que vient de signer André Villas-Boas, le président du FC Porto. Ils se sont entendus. C'est un très bon coup pour moi. Pourquoi, les amis? C'est un joueur qui a été formé au Celta Vigo et qui après a répondu aux sirènes financières et pour son club et pour lui, son club formateur. C'est Al Ahly qui avait lâché 30 millions d'euros pour lui. Aujourd'hui, 2 ans après, il revient en Europe. Très bon coup joué par Porto parce que logiquement, en étant monté avec le Celta, la cote avec l'Arabie Saoudite était descendue.
pardon, à 18 millions aujourd'hui. Voilà, il est acheté par le FC Porto, 23 ans, un Espagnol U21 avec une grosse capacité. Vraiment, c'est un milieu de terrain très intéressant, Gabriel Veiga. Le deuxième coup pour moi, c'est lui, les amis. De Bast. J'adore également ce joueur. Pourquoi je vous le montre? Il est ici 21 ans, le Belge du côté du Sporting Portugal, champion en titre et vainqueur de la coupe, parce que je voulais mettre en avant également le travail des coachs qui réussissent à non pas à transformer, mais à adapter les joueurs, à les changer de place. C'est devenu maintenant, vous le savez, une méthodologie. Également, Rui Borges, le coach du Sporting, il est milieu. Il est défenseur, pardon. On en a fait un milieu de terrain. Il était défenseur central. On l'a monté d'un cran et là, il a explosé vraiment avec le Sporting. Sa cote valeur marchande est en hausse totale. Je vous rappelle que c'est le défenseur le plus cher de l'histoire d'ailleurs du Sporting. On le rappelle ici avec 15,5 millions d'euros plus les bonus qui sont en train d'augmenter logiquement avec la réussite sportive du Sporting. Et on rappelle les anciens qui avaient comme ça lâché beaucoup d'argent pour le Sporting. Diomandé, 7,5 millions d'euros plus 5 en bonus, il est lui le plus cher, clair et net, avec les objectifs. Le Sporting a déjà dû payer 2 millions de plus. Au passage, regardez le Sporting qui se fait peau neuve, le stade est en pleine rénovation. On est en train d'agrandir la capacité parce qu'on a joué, on a démoli les fosses. Il y a des fosses au Sporting, on les a démolies. On a joué sur la pelouse, on gagne des places, on gagne du luxe et du XXL du côté du Sporting Portugal, très intéressant avec le président Varandas qui est en train de réussir le coup. Enfin, les deux infos en plus aujourd'hui. Regardez le petit plus. Davide Ancelotti, le fils de Carlo parti au Brésil, a quitté, vous le savez, le Real Madrid. Il serait sur les tablettes de Riazor. C'est le Deportivo La Corogne, les amis, pour être enfin numéro 1. Faire ses armes. Davide Ancelotti, peut-être. Et enfin, dernière info, c'est une nouvelle fois, avec le Real Madrid qui est enfin de retour à la première place du ranking UEFA des clubs. Ce n'était plus arrivé depuis 2018-2019. Je voulais zoomer ici. Le Real est premier devant Manchester City, Bayern, Liverpool. Le Paris Saint-Germain est 5e, Inter, Chelsea, Dortmund, Roma et le FC Barcelone à la 10e place. Waouh! Complet. Revue de presse XXL. Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires avec beaucoup de gourmandise comme tous les jours. Et n'oubliez pas, les amis, profitez des vôtres.